Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de la saga de la franchise, qui est bâti sur une idée originale de la CCI de Nice Côte d'Azur à qui nous l'avons emprunté. Ce 5e épisode porte sur comment se lancer avec peu d'apports et peu de garanties. Il succède donc à une série de 4 épisodes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube qui ont abordé la franchise. Vous y pensez, on vous l'explique. Le deuxième épisode était comment choisir sa franchise. Le troisième, comment choisir son local. Le quatrième était des témoignages de franchisés et franchiseurs que nous avons eu il y a 15 jours et qui étaient très instructifs. Donc aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le concret avec cet épisode. Donc comment se lancer avec peu d'apports et peu de garanties. Et on poursuivra à la rentrée en janvier avec un épisode du coup sur comment négocier avec son banquier du coup dans la même veine, hein, qui poursuivra un petit peu les sujets que nous aborderons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, notre force sera consacrée de la manière suivante. On aura une première partie sur l'importance de la mécanique comptable avec Coralie Sénez, qui est comptable, mais elle se présentera tout à l'heure au cabinet intégral, et Laurent Fugini, donc conseiller CCI, qui lui évoquera la partie des aides. Ensuite, on viendra au dispositif associé à des politiques territoriales avec un exemple de montée à franchise avec M. Adrien Rouget. Alors, je vous propose de démarrer de suite avec Coralie Sénez sur la partie importance de la mécanique comptable. Coralie, merci Sarah. Bonjour à tous. Donc, je suis expert comptable et je vais vous parler des aspects du coup plutôt financiers de la création, en particulier dans le cadre d'une franchise. Donc, vous voyez le sommaire qui apparaît à l'écran. On va aborder les thèmes des flux de trésorerie et des budgets de trésorerie parce que, me semble-t-il, c'est le sujet fondamental de la création d'entreprise et de l'entreprise après, hein, et de sa vie après la création. Pourquoi ? Parce que quand la trésorerie va, on peut investir et on peut commencer une activité. Je vous présenterai ensuite les comptes annuels. Qu'est-ce que les comptes annuels d'une entreprise ? Je pense également que c'est important parce que ce sont les documents que vous allez présenter aux financeurs. Aux financeurs au démarrage de votre activité, mais également à votre banquier tout au long de la vie de la société. Et vous allez avoir besoin de votre banquier tout au long de la vie de la société. Donc, c'est important de savoir lire ces comptes annuels qui vont être le document d'échange avec vos financeurs. Rapidement, je vous présenterai quand même les différents impôts qui existent et que vous maîtrisez peut-être mal, puisque c'est particulier au monde de l'entreprise. On parlera aussi de l'importance des comptes prévisionnels et des notions de BFR et de seuil de rentabilité. Voilà. Est-ce que peut-être, Sarah, vous pouvez... Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, je pense que c'est important de vous présenter la profession d'expert comptable. La profession d'expert comptable, c'est une profession réglementée. Attention, il n'y a jamais aucune obligation à faire appel au service d'un expert comptable pour réaliser vos comptes annuels ou pour être accompagné. En revanche, ce qu'il est déconseillé de faire, c'est de faire appel à un prestataire qui établirait vos comptes annuels et qui vous conseillerait et qui ne serait pas expert comptable, qui serait comptable. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle dans notre métier les illégaux, puisqu'ils exercent une activité qui est réservée à la profession d'expert comptable, qui nécessite des diplômes, évidemment, mais également une assurance professionnelle et des obligations en matière de formation permanente. Donc, voilà. Donc faites attention à ne pas vous tourner vers quelqu'un qui se serait installé à son compte et qui est comptable, mais pas expert comptable. Voilà. Ensuite, bien sûr, dans un cabinet d'experts comptables, il y a des comptables, hein, évidemment, hein, mais sous la supervision d'un expert comptable.
À ne pas confondre avec le commissaire aux comptes, dont vous avez peut-être entendu parler. Le commissaire aux comptes, lui, pour le coup, pourra être obligatoire à partir du moment où votre entreprise dépassera certains seuils de chiffre d'affaires. C'est a priori pas tout de suite au moment de la création, puisque pour parler d'un seul seuil qui est celui du chiffre d'affaires, c'est 8 millions d'euros. On a un petit peu le temps. Mais dans ce cas-là, le commissaire aux comptes, lui, va être obligatoire. Pour revenir une petite chose sur l'expert comptable, je vous disais qu'il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez avoir vous-même les compétences pour établir vos comptes annuels ou avoir embauché en interne, donc, la personne qui saura les établir. Voilà. Merci Sarah. Voilà. Donc, les flux de trésorerie, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est fondamental dans le suivi de la gestion d'une entreprise, parce que sans trésorerie, vous serez bloqué, et sans vision sur votre trésorerie, vous risquez d'être bloqué dans vos projets. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, en particulier pour la problématique d'aujourd'hui qui est envisagée de démarrer une activité avec peu d'apports et peu de garanties, je pense qu'il est important, bien entendu, de justifier de vos compétences professionnelles dans le secteur que vous avez choisi, mais aussi, il ne faut pas oublier la partie financière, parce que ça va être un sujet qui va être fondamental dans la gestion de l'entreprise. J'ai coutume de dire aux créateurs d'entreprise qu'ils vont avoir deux métiers en tant que chef d'entreprise. Le premier métier, en général, vous le connaissez bien, hein, c'est votre métier, c'est celui que vous allez exercer dans l'entreprise, mais vous allez aussi avoir le métier de chef d'entreprise. Le métier de chef d'entreprise intègre évidemment plein de domaines, mais également celui de la gestion, et celui de la gestion et de la comptabilité, et surtout de la trésorerie. Voilà. Merci. Voilà, donc un rappel sur lequel je vais passer très rapidement, je ne vous le détaille pas. Il faut bien entendu que vous soyez bien avertis, que vous compreniez quelles sont les ressources dont vous allez pouvoir bénéficier. La slide suivante présente les décaissements. Attention aux décaissements, il y a ceux que vous comprenez, que vous maîtrisez bien. Il y a peut-être ceux où vous allez avoir besoin de l'aide de votre expert comptable, par exemple, pour bien les maîtriser, à savoir si vous avez des salariés ou vous-même vos rémunérations, comment fonctionnent les charges sociales, les impôts. Voilà, en général, sur ces aspects-là, on vous accompagne, parce que ces calculs-là, vous n'avez pas toujours l'habitude de les faire. Donc, c'est bien de s'interroger et de se dire qu'est-ce que je vais payer, qu'est-ce qui va tomber en somme à payer dans les prochains mois, quand est-ce qu'on les paye. Voilà, ces impôts, parce qu'il y a des impôts qui sont payés mensuellement, il y en a d'autres qui sont payés annuellement, d'autres semestriellement. Voilà, donc ça c'est important que vous soyez avertis, évidemment. Très bien, je ne m'appesantis pas. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que vous soyez en mesure d'établir au démarrage et ensuite de suivre tout le long de la vie de l'entreprise un budget de trésorerie. Ici, c'est un modèle, un exemple. Celui qu'il faudra mettre en place, c'est celui qui correspond à votre activité et à vos besoins. Vous voyez que là, il est présenté mensuellement, il peut être présenté de manière hebdomadaire, hein, c'est-à-dire par semaine, voilà, plus serré éventuellement. Bon, moi, celui que je trouve le plus adapté, c'est celui que je vous présente, c'est-à-dire une présentation mensuelle avec un solde de trésorerie début de mois. Et ce qu'on regarde bien évidemment, c'est le solde fin de mois. Et aussi le solde donc sur les mois suivants. Vous allez voir sur les slides suivantes que je vais vous développer cet aspect-là qui me semble important. Donc, construire un plan de trésorerie, ça permet d'anticiper. C'est ça qui est important. Donc, il faut qu'il soit simple. Si vous faites quelque chose de compliqué, de mon point de vue, ce n'est pas performant parce que ce ne sera pas utile. Voilà. Je vous présente la slide suivante parce que je pense que c'est important. Même celle d'après, s'il te plaît, Sarah, comme ça je reviens en arrière. Voilà. Donc, ici, c'est un plan de trésorerie. C'est un plan de trésorerie réel, hein, d'un client, hein, qui me l'a envoyé, parce qu'une fois que ce plan de trésorerie existe,
on échange avec les clients sur ce plan de trésorerie. Et vous voyez qu'en période Covid, vous voyez là tout en bas, en bleu, vous avez les soldes de fin de mois relevés de banque. Mai, juin, ça allait. Et puis vous voyez juillet, août, où on était très fortement dans le rouge. Donc, bien évidemment, quand on est face à ces perspectives, qu'est-ce qu'on fait? On appelle son banquier immédiatement et on tâche avec lui de trouver des solutions pour combler les périodes difficiles. Donc, il faut avoir construit, bien entendu, avec son banquier, une relation de confiance et être capable aussi, évidemment, de présenter les chiffres de septembre et d'octobre et de novembre avec cette fois-ci les solutions pour remonter la pente, hein, évidemment. Sinon, on va vers une cessation de paiement. On peut revenir un petit peu en arrière si c'est possible, Sarah, du coup. Une ou deux slides, je ne sais plus. On avait raté une. Oui, pardon. Donc la suivante, la 13. Merci beaucoup. Contactez votre banquier. C'est un partenaire indispensable, évidemment. Donc ce plan de trésorerie, ce tableau de trésorerie, que vous pouvez, de mon point de vue, maîtriser, parce qu'il n'y a pas de notion, comment dire, comptable ou fiscale à maîtriser en particulier. Il faut comprendre ce qui va arriver comme argent sur le compte et ce qui va en sortir. Donc ce sont des notions que vous maîtrisez. Donc je pense que ce sujet-là, c'est un sujet que vous devez maîtriser et le fait de l'écrire et de le présenter par écrit va vous permettre, ça va être un outil d'échange avec vos partenaires, avec l'expert comptable, avec le banquier. Voilà. Et vous, ça vous donne des perspectives. Vous voyez où vous allez. Donc je pense que c'est vraiment fondamental. On va continuer. Ok, donc là, on parlait de l'aspect trésorerie, de l'aspect budget. Maintenant, la partie comptes annuels. Alors, je vais faire attention à une chose aussi, hein, c'est le temps qui passe, hein, pour être assez concise et pas prendre trop de temps par rapport à ce qui est prévu. Je pense aussi que c'est très important que vous ayez déjà vu à quoi ressemblait un bilan, c'est-à-dire un actif, un passif, le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est le résultat des opérations, j'aurais pu mettre un S là par exemple, d'un exercice, c'est-à-dire les produits moins les charges sur 12 mois de l'entreprise. Pour revenir au bilan, le bilan, c'est une image. Souvent, on dit que c'est une photo du patrimoine, c'est-à-dire de ce que l'entreprise a depuis son existence, depuis le début de son existence, et de ce qu'elle doit, c'est les passifs. Je ne rentre pas davantage dans le sujet, parce que je crois que le temps est un peu limité, mais c'est important, je pense, que vous vous intéressiez à ce sujet-là. L'annexe, quant à elle, permet de donner les détails des notes, des explications sur les chiffres hein, qui sont dans le bilan, le compte de résultat. Ok, donc je vais passer sur le modèle de comptes annuels, parce que je pense que ça fera trop juste pour aujourd'hui. On va passer à la slide suivante. Hein, Sarah, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que le temps défile et qu'il vaut peut-être mieux que... Le temps défile, donc... Hein ok, donc tant pis pour les comptes annuels, c'est la base de mon métier à moi, mais voilà, je suis un peu frustrée, mais on passe là-dessus. On va regarder la slide suivante. Voilà, les principaux impôts. Simplement, il faut que vous sachiez à quel impôt votre entreprise va être assujettie pour savoir comment ils se calculent et quand on les paye. Hein, voilà. Donc ça, c'est fondamental. Je vous les ai indiqués ici. Je ne vous les détaille pas plus que ça, mais je pense que c'est important que vous vous y intéressiez également. Alors, les comptes prévisionnels. Tout à l'heure, attention, on a parlé de trésorerie prévisionnelle. De trésorerie prévisionnelle. Et je vous ai dit que sur ce sujet-là, vous avez la main et vous devez l'avoir et vous devez la prendre. Ici, maintenant, on parle de comptes prévisionnels. Les comptes prévisionnels, il s'agit des fameux bilans, comptes de résultats dont on a parlé juste avant, mais envisagés pour l'avenir. C'est-à-dire, en général, on le fait sur 3 ans. Hein? Alors, là, c'est plus compliqué pour vous de les établir. Pourquoi? Parce que ici interviennent des notions comptables, fiscales, que vous n'avez peut-être pas encore complètement acquises. Donc ici, vous aurez certainement besoin d'un professionnel pour vous y aider. Souvent, le franchiseur, dans le cas des franchises, le franchiseur propose parfois des solutions d'accompagnement. Voilà.
je pense que c'est une très bonne chose, c'est très bien. Donc, il faut prendre les comptes prévisionnels que vous propose votre franchiseur. Je pense aussi que c'est bien d'avoir une vision, que vous ayez les conseils et la vision de professionnels que vous avez choisis et qui sont, j'allais dire, qui vont avoir la vision de votre côté. Voilà, hein, pour être sûr que ça correspond bien à ce que vous avez envisagé, la façon dont vous avez envisagé de mener votre entreprise. Donc, l'avocat, pour les aspects contrats, on pense souvent à l'avocat en cas de problème, en cas de contentieux, mais pas seulement. Les avocats d'affaires en particulier, en droit des sociétés, aussi en droit social, sont également là pour vous aider à construire vos contrats. Donc, en particulier, le contrat de franchise. C'est une bonne chose que vous ayez fait relire votre contrat de franchise par un avocat qui est à vos côtés. L'expert comptable, je ne reviens pas dessus, et le banquier, bien entendu, pour avoir une relecture, parce que c'est aussi lui qui va décider de vous accorder les fonds ou pas dans le cadre de votre démarrage. Donc, c'est important de, dès lors, commencer déjà à construire votre relation de confiance avec le banquier, en l'intégrant dans tout le processus de la création. La gestion budgétaire, ici, c'est deux notions que je pensais intéressantes de vous présenter. Le fonds de roulement, besoin ou excédent. Le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? Le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin en trésorerie que va générer votre activité. Si vous avez une activité d'achat-revente, par exemple, et que vous achetiez la marchandise avant vous-même de pouvoir la vendre, eh bien, vous allez le plus souvent avoir à payer ces marchandises avant vous-même d'avoir encaissé le prix de leur vente. Ça paraît logique, mais simplement, ça, la différence de temps, de timing et du coup d'argent entre le moment où vous avez cette rentrée d'argent et le moment où vous avez vous-même décaissé, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le besoin en cash que va générer votre démarrage d'activité. Si vous achetez pour 1000 au démarrage, il va bien falloir les financer. Comment on fait? Donc, encore une fois, le banquier, le prévisionnel, le trésorerie. Voilà, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel, c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel vous rentrez dans vos dépenses. Voilà. Et là, c'est un aspect, on ne parle plus de trésorerie ici, hein. Le seuil de rentabilité, il peut y avoir des décalages entre les encaissements et les décaissements, mais le seuil de rentabilité, c'est sur une vision annuelle de savoir à partir de quel niveau de chiffre d'affaires, enfin annuel ou mensuel, hein, à partir de quel niveau de chiffre d'affaires, en général, on calcule plutôt sur l'année, et après, on le répartit mois par mois, à partir de quel niveau de chiffre d'affaires vous allez pouvoir couvrir toutes vos charges. Voilà. Et donc avoir présenté en fin d'année un résultat positif. Et ça, c'est très important pour la présentation des comptes à votre banquier. Voilà. Donc, je crois que c'est terminé. En conclusion, la franchise souvent vous aidera sur ces problématiques de démarrage, mais n'oubliez pas que ça reste votre affaire personnelle et qu'il faut que, de mon point de vue, bien entendu, vous ayez vos propres conseils. Voilà, le franchiseur, c'est un atout important dans le cadre d'une création parce qu'il doit vous apporter beaucoup d'aide sur la vision de l'activité que vous allez démarrer. Entourez-vous quand même de vos conseils. Voilà. Alors, Coralie, je vous remercie pour votre intervention. Je vais désormais du coup laisser la parole à Laurent Fulgini, donc, qui est conseiller à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et qui accompagne notamment sur tout le volet financement. Laurent, c'est à toi. Merci Sarah. Donc rapidement, je me représente. Voilà, donc Laurent Fulgini, moi j'interviens au sein de la Chambre de commerce sur l'aspect financement. Donc voilà, aussi bien sur la recherche de financement à la création d'entreprise que l'accompagnement sur la rédaction de prévisionnels financiers. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, là, on va aborder les aides financières. On ne va pas aborder toutes les aides financières à la création d'entreprise. On reprend la thématique, effectivement, comment créer une franchise avec peu d'apports. Donc ici, effectivement, on va aborder 4 dispositifs financiers essentiellement qui viennent
pour, on va dire, effectivement, gonfler votre rapport personnel à la création d'entreprise. Donc, le premier dispositif, c'est le prêt d'honneur. Donc, voilà ce qu'on appelle prêt d'honneur, hein, qu'on va retrouver au sein de deux structures qu'il propose. Voilà, le prêt d'honneur est généralement sans intérêt et sans demande de garantie auprès de l'emprunteur. Donc, effectivement, en règle générale, il est attribué par des structures associatives locales, voire nationales. Et effectivement, il sert à renforcer ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, comme le disait Coralie, pour financer essentiellement le besoin en fonds de roulement. Donc, comme je vous le disais, effectivement, aujourd'hui, sur le Vaucluse, vous avez accès à deux réseaux qui peuvent vous proposer des prêts d'honneur, hein, donc le réseau Initiative France et le réseau Entreprendre. Donc, pour ce qui est du réseau Initiative France, donc c'est un réseau national, et sur le territoire du Vaucluse, aujourd'hui, effectivement, si tu peux avancer, Sarah, sur la slide, merci. Voilà, on retrouve un certain nombre de plateformes sur notre département, hein. Alors, que vous soyez éventuellement sur la commune d'Avignon, c'est l'initiative Terre de Vaucluse. Sur la commune de Bolène, ça va être l'initiative Seuil de Provence. Voilà, puis il y en a encore un certain nombre pour le Carpentras et pour l'Est du département. Voilà, donc le prêt d'honneur, comme je le disais, prêt personnel sans caution, sans garantie. C'est un prêt à 0%, qui va osciller entre 2 000 et 8 000 euros. Hein, voilà, le montant peut différer éventuellement selon les plateformes d'initiative locale. Mais voilà, on est grosso modo sur ces fourchettes-là. Tout secteur d'activité, hein, donc, sauf exception, si cela n'a pas changé, effectivement, le secteur agricole et le secteur des transactions financières, bancaires. Donc, je me répète, mais effectivement, pour financer du besoin en fonds de roulement, en règle générale, c'est un emprunt que vous remboursez sur un maximum de 36 mois. Et donc, voilà, effectivement, sur des projets de création, reprise d'entreprise. Donc, cette notion de prêt d'honneur, elle est là, effectivement, c'est un prêt qui est personnel. Donc, effectivement, quand vous allez avoir par la suite un établissement bancaire ou autre, ce prêt d'honneur va être considéré comme un apport personnel et va venir, entre guillemets, gonfler vos fonds propres, ce qui va permettre, effectivement, de rentrer, entre guillemets, dans les clous de ce que, en règle générale, vous demandent les établissements bancaires, effectivement, pour un projet de création, c'est d'apporter autour environ de 30% du besoin en financement initial. Voilà, donc prêt d'honneur Initiative France. On a aussi donc le prêt d'honneur du réseau Entreprendre. Donc nous, en l'occurrence, celui qui nous concerne sur le Vaucluse, c'est le réseau Entreprendre Rome-Durance. Voilà, vous retrouvez son siège dans nos locaux, au 46 cours Jean Jaurès sur Avignon. Voilà, donc même principe, prêt personnel, sans caution, sans garantie, avec des montants un peu plus importants. Effectivement, là, on peut aller jusqu'à 50 000 euros maximum auprès de réseau Entreprendre, voire 90 000, effectivement, quand on est sur un projet de reprise ou un projet innovant. À la différence, pardon, d'initiative France, la contrainte supplémentaire, entre guillemets, c'est qu'effectivement, au-delà d'avoir un projet, bien sûr, de création-reprise, c'est que vous ayez aussi des perspectives de création d'emplois. Voilà. Donc, ça, bon, bien évidemment, à affiner ensuite avec votre interlocutrice, puisqu'en l'occurrence, c'est Madame Brigitte Borel, qui est directrice du réseau Entreprendre de Endurance. Voilà. Mais effectivement, c'est... Voilà. Et au-delà de ça, effectivement, il y a une adhésion au réseau avec une notion d'accompagnement qui est forte chez eux. Voilà pour ce qui est des prêts d'honneur, Initiative France et Réseau Entreprendre. On a ensuite effectivement le prêt ADI. Alors, toujours ayant en tête effectivement le peu d'apport. Donc là, le prêt ADI, effectivement, il va s'adresser essentiellement à des personnes demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA, et de manière plus générale, des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Voilà. Donc effectivement, on va être plutôt sur du micro-projet, hein, entre guillemets, hein, ça n'a rien de péjoratif, hein, mais voilà, effectivement, s'il n'y a pas le concours bancaire, on va être sur des montants plus modestes. Mais voilà. Mais en tout cas, ça peut financer tout type de projet. C'est des montants qui peuvent monter jusqu'à 10 000 euros, avec une durée de remboursement de 6 à 36 mois, avec un taux qui est assez important, entre guillemets, de 9,71 aujourd'hui. Le mécanisme de l'ADI étant qu'effectivement, c'est l'ADI qui va emprunter de l'argent pour vous auprès des établissements bancaires et ensuite vous le reprêtez. Voilà, hein, donc
une intermédiation de leur part qui permet que vous puissiez de manière indirecte avoir accès à un financement bancaire, mais de ce fait, on retrouve un taux d'intérêt assez conséquent. Voilà. Et enfin, le prêt Créasol, hein, voilà, qui finance aussi tout type de projet. Donc, pareil, projet en création, entreprise de moins de 3 salariés et moins de 5 ans d'existence. Alors là, on est sur des montants qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros. Mais voilà, tout est noté avec des durées de remboursement de 5 ans et un taux effectivement qui oscille, enfin, qui est aujourd'hui autour de 5%. Voilà. Donc, et ce qui est important aussi, c'est toujours sans garantie personnelle. Voilà. Donc, bien évidemment, ici, on n'évoque pas tous les financements, puisque bien évidemment, vous avez aussi des financements au niveau de la région, au niveau de la Banque publique d'investissement. Mais là, l'idée est avec d'autres conditions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête, aujourd'hui, j'ai peu d'apports à un moment donné, vers quels organismes en priorité me tourner. Autre notion, les garanties. Et voilà, à un moment donné, effectivement, quand on va solliciter son établissement bancaire ou plusieurs établissements bancaires pour son projet de création, comment pallier d'une certaine manière au peu d'apport, ça va être aussi d'activer des garanties, hein, des garanties sur le prêt bancaire. Voilà, donc le fonds de garantie prend en charge tout ou partie, hein, du remboursement du prêt en cas de défaillance de l'entreprise. Donc là, de la même manière, je vous évoquais quelques fonds de garantie qui existent, hein, ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, hein, mais vous avez la garantie BPI, qui va osciller entre 40 et 70% du prêt bancaire. Donc ça, en règle générale, c'est la banque en fait qui sollicite la BPI pour activer ces garanties. Quelque chose de plus marginal, c'est le fonds de garantie à l'initiative des femmes, donc, comme son nom l'indique effectivement pour les créatrices ou promeuses d'entreprises. Et enfin, le fonds France Active, qui lui va intervenir dans le cadre de projets d'économie sociale et solidaire. Voilà pour ce qui est des garanties. Autre moyen, éventuellement de gonfler son apport personnel au moment de la création d'entreprise, avec le dossier ACRE. Alors, le dossier ACRE, il y a deux notions. Il y a effectivement, dans un premier temps, c'est vrai que je disais effectivement le gonfler. Alors, dans un premier temps, le dossier ACRE, c'est une exonération partielle de charges sociales qui court pendant 12 mois, qui va concerner essentiellement, exclusivement les créateurs d'entreprises qui ne créent pas sous forme salariale, hein, effectivement, qui sont sous un régime de travailleurs non salariés dans le cadre de leur entreprise. Ensuite, Sarah, s'il te plaît, les conditions, donc pour solliciter sa taxe, c'est effectivement de détenir plus de 50% du capital, seul ou en famille, hein, avec au moins 35% à titre personnel, soit être dirigeant et détenir au moins un tiers du capital, seul ou en famille. Voilà. Suivante. Sur un même projet, si vous êtes deux, un minima sur un projet, vous pouvez solliciter conjointement l'ACRE. Hein, effectivement, elle n'est pas simplement accordée à une seule personne sur le projet de création, mais elle peut être sur plusieurs personnes dès le moment où vous êtes non salarié, donc dirigeant de l'entreprise. Oui. Laurent. Oui. Ben, merci pour ton intervention. Non, il me restait une petite chose, pardon, Sarah, excuse-moi. Il y avait encore un dernier point sur l'ARS. Tu ne l'as pas? Non, je ne l'ai pas. Ah mince, désolé. Bon, alors, je peux vous le faire à l'oral rapidement. Effectivement, alors est-ce que moi je peux partager? Bon, alors, je ne vais peut-être pas récupérer mon écran, mais effectivement, il y avait un dernier dispositif notamment qui est assez intéressant pour, comme je disais, venir gonfler son apport personnel. Alors attendez, je vais reprendre le document, voir si je peux le mettre en partage. Si ce n'est pas le cas, je vais le faire rapidement à l'oral. C'était effectivement l'ARS. L'ARS qui en fait
Alors, ce qu'on appelle le capital de départ, hein, ou le maintien du chômage. Donc, effectivement, le capital de départ qui s'appelle l'ARS et le maintien qui est l'ARE. Comment ça se calcule au moment de la création de votre entreprise? Si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, on va calculer vos jours restants indemnisables. Si vous optez effectivement pour l'ARS, pour le capital, entre guillemets, on va prendre 45% de cette somme-là et vous allez pouvoir percevoir 50% des 45% au lancement de votre activité. Et si vous êtes toujours en activité au bout de 6 mois, vous avez le versement des 50% complémentaires. Sinon, éventuellement, vous pouvez opter pour le maintien de vos allocations chômage. Et là, de la même manière, on va calculer vos jours restants d'indemnisation et vous allez pouvoir continuer à percevoir votre indemnité chômage jusqu'à la fin de vos droits, bien évidemment, sans pouvoir tirer de revenus de votre activité, mais ça permet effectivement de pouvoir maintenir une trésorerie plus confortable au sein de l'entreprise. Voilà, Sarah, j'ai terminé. Merci. Laurent. Est-ce que vous voyez le partage d'écran du coup ou pas? Vous voyez le partage ou pas? Oui, oui, impeccable. D'accord. Oui. Donc, du coup, je vais laisser la parole à M. Adrien Rouget, directeur donc, de Monta Franchise, pour nous faire un point sur les dispositifs associés à des politiques territoriales avec cette illustration de ce qui est proposé par Monta Franchise. Merci Sarah. Donc oui, je vais vous présenter du coup une initiative qu'on a lancée il y a un peu plus de 3 ans au sein de la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Impact Partners, qui est une société qui a pour métier de gérer des fonds d'investissement à impact social et qui a un peu plus de 10 ans d'existence et qui du coup recherche dans ces investissements une performance financière, bien sûr, comme n'importe quel fonds, ainsi qu'une performance sociale qui, pour nous et pour nos investisseurs, sont de choses qui sont tout aussi importantes. Et donc, il y a 3 ans, on a lancé cette initiative connue sous la marque Monte ta franchise, qui est adossée en fait à un fonds d'investissement investi en majorité par des investisseurs publics, comme notamment BPI France et le Fonds européen d'investissement, qui sont les principaux investisseurs de ce fonds, et qui a pour objectif de favoriser, de soutenir la création et la reprise d'entreprises en franchise dans des quartiers que l'État a considérés comme prioritaires. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cet aspect territorial, mais avant cela, je vais surtout vous expliquer le mécanisme financier, car ce fonds, au-delà de l'aspect territorial, va aussi permettre à des entrepreneurs franchisés de pouvoir se financer malgré un apport personnel qui peut être considéré comme insuffisant par les banques au départ. Voilà. Donc, comme vous le savez peut-être, les banques vous demandent un apport personnel qui peut parfois être important, qui va représenter entre 30 et 40% de l'investissement total nécessaire pour lancer votre projet. Monte ta franchise, en fait, va permettre à un entrepreneur qui n'aurait pas ce niveau d'apport de pouvoir tout de même financer son projet à partir du moment où tout de même il est en capacité d'apporter quand même un certain apport personnel, mais qui n'est plus de 30 à 40% du budget total, mais qui est plutôt aux alentours des 10%. Et en fait, ça s'explique par la nature de l'intervention de notre fonds qui va faire un emprunt sur la société du franchisé qui peut aller de 40 000 € jusqu'à 2 millions d'euros, bon, même si on n'a encore pas fait aujourd'hui jusqu'à des montants aussi élevés, et qui peut représenter jusqu'à 40% du budget total. Et en fait, le fonds va investir sur votre projet et la participation du fonds va être considérée par les banques comme des quasi-fonds propres. Et en fait, ça s'explique pour 3 raisons. La première, c'est que cet emprunt, l'emprunt de Monte ta franchise, il ne se rembourse pas pendant toute la durée où vous aurez également à rembourser votre emprunt bancaire. Donc, en général, les emprunts sur une création de franchise sont sur une durée de 7 ans, ce qui veut dire que pendant toutes ces 7 années, vous n'allez pas rembourser 1 centime à Monte ta franchise et vous allez pouvoir vous concentrer exclusivement sur le remboursement de votre banque et sur votre développement. Donc, forcément, ça rassure la banque parce que vous n'avez pas les 2 dettes qui se chevauchent et qui doivent se rembourser en même temps et qui, du coup, portent atteinte à la rentabilité de votre entreprise. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et le deuxième point, en fait, qui rassure la banque, c'est aussi le fait qu'il y ait une clause de subordination dans cet emprunt, ce qui veut dire que même si vous souhaitez, pendant ces 7 ans, nous rembourser avant la fin de votre emprunt bancaire, vous ne pourriez pas le faire
tant que votre emprunt n'est pas remboursé à 100%, ou du moins tant que la banque ne vous a pas donné un accord formel pour que vous puissiez nous rembourser avant la fin de son prêt. Donc pareil, ça la sécurise parce que elle est assurée que nous, on ne touchera pas un centime tant qu'elle n'a pas été remboursée à 100% de son emprunt. Et elle est aussi rassurée parce qu'elle est aussi sécurisée sur le fait que vous ne pourrez de toute manière pas le faire tant qu'elle ne donne pas un accord pour le faire. Et le dernier point qui est important aussi, c'est que contrairement à la banque qui va prendre différentes garanties sur son prêt, comme des garanties personnelles ou des nantissements sur le fonds de commerce, l'emprunt Monte ta franchise, lui, est sans garantie. La seule garantie implicite qu'on a, c'est qu'on va, au moment de l'emprunt aussi, acheter une action, une seule, au sein de l'entreprise du franchisé. Donc, on a en général 0,1% du capital qui nous permet de signer un pacte d'associés avec le franchisé et du coup d'établir certaines règles sur des informations à nous transmettre de temps en temps, sur ce qui se passerait si vous souhaitez vendre votre entreprise ou votre fonds de commerce pendant la durée où il y a encore notre investissement. Des grandes décisions comme celle-ci où le pacte d'associés prévoit qu'on se mette autour d'une table, qu'on en discute et qu'on puisse donner un accord pour le faire. Le mieux, c'est de vous montrer un exemple concret de financement. Donc, je suis parti sur cet exemple sur une base d'un projet à 300 000 € clé en main pour monter une franchise, sur lequel l'entrepreneur apporte 10% d'apport, donc 30 000 €, où Monte ta franchise investirait aux côtés de l'entrepreneur un montant de 60 000 € et où on irait chercher auprès de la banque un emprunt de 210 000 € sur 7 ans. Avec ce schéma, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, ça donnerait que pendant les 7 premières années, vous remboursez votre emprunt bancaire. Donc, avec une hypothèse de taux global à 2% annuel, ça vous fait à peu près des mensualités de 2 700 € par mois. Donc, pendant ces 7 ans, vous remboursez ces 2 700 € par mois et vous ne payez pas 1 euro pour l'instant à Monte ta franchise. À la fin de ces 7 ans, au 31 décembre de l'année 7, c'est là où devrait être remboursé en une seule fois l'emprunt de Monte ta franchise et ses intérêts. Le taux d'intérêt, il est de 7% annuel capitalisé, ce qui fait que les 60 000 € qu'on a investis au départ se transforment en à peu près 96 000 € à rembourser. Ces 96 000 €, ils sont donc à rembourser en une seule fois, mais on va prendre un scénario plus pessimiste où on va se dire, imaginons qu'au bout de 7 ans, la société n'a peut-être pas la trésorerie pour nous rembourser intégralement. Eh bien, on va prendre le parti de se dire qu'à ce moment-là, vous pourrez très bien aller revoir votre banque et leur expliquer que vous avez fini de rembourser leur premier prêt qui vous coûtait 2 700 € par mois et que vous les sollicitez à nouveau sur un nouvel emprunt sur 3 ans maximum pour rembourser l'emprunt Monte ta franchise. Et toute la mécanique est faite pour que, justement, si vous faites refinancer l'intégralité de l'emprunt Monte ta franchise par la banque, que ça ne vous coûte pas plus que les 2 700 € par mois que vous avez déjà payés pendant 7 ans. Bien sûr, c'est une hypothèse pessimiste. Nous, on conseille à tous les entrepreneurs de provisionner, de mettre de côté pour qu'au bout des 7 ans, il n'y ait peut-être pas besoin de passer par un refinancement bancaire, ou du moins que ce refinancement ne porte pas sur la totalité de l'emprunt, mais peut-être que sur une partie plus petite et que le remboursement se fasse via la trésorerie et via une partie en refinancement. Donc voilà pour l'exemple. Et sur des exemples concrets qu'on a de commerçants qu'on a accompagnés récemment, là ici vous en avez 4, comme Bruna Texera qui a financé la création d'un salon de coiffure en franchise en Île-de-France qui avait 15 000 € d'apport et qui a pu financer, grâce à notre intervention, un projet à 231 000 € d'investissement. Pareil pour Alexis Segura à Clermont-Ferrand, qui a créé un restaurant Basilic & Co, qui avait 30 000 € d'apport et qui a pu financer un projet à 326 000 €. Et Boubacar Diallo, qui a ouvert il y a quelques jours là, à Marseille son restaurant Les Burgers de Papa, qui avait 30 000 € d'apport et qui a pu financer un projet à 404 000 €. Et pareil pour Alice Enani, qui a ouvert une boulangerie en franchise à Sedan avec 20 000 € d'apport sur un budget à 320 000 €. Depuis la création de ce fonds, on a à peu près, en 2017, on a accompagné une centaine de projets partout en France. Et c'est là où je vais revenir sur l'aspect territorial. C'est que c'est la volonté de nos investisseurs, c'est justement de flécher cette création de commerce en franchise dans des territoires qu'ils ont considérés comme prioritaires. Donc, on a pris tous les territoires de la politique de la ville, donc il y a différentes dénominations. On a pris tout ça et on a rajouté une bande de tolérance de 500 mètres à vol d'oiseau autour de ces quartiers qui permet justement d'atteindre les zones de flux. Là, sur cette slide, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à une cartographie. Vous avez des zones en bleu
et des zones qui ne sont pas colorées. Et les zones en bleu, à partir du moment où votre local commercial est situé dans ces zones-là, ça veut dire qu'on pourra étudier votre projet. S'il n'est pas dans ces zones-là, on ne pourra pas le faire. Je vous ai mis une carte du Vaucluse où vous voyez les différentes zones bleues de la carte. Donc, si votre local commercial est situé dans ces zones, on pourra l'étudier. On a deux catégories d'entrepreneurs qui viennent nous voir. On a des gens qui ont déjà fait toutes les démarches, qui ont un projet et qui n'ont plus qu'à être financés. Dans ce cas-là, on regarde l'éligibilité, c'est le premier réflexe pour voir si on peut l'étudier. Et d'autres personnes qui sont pas aussi avancées et qui vont établir les démarches avec le franchiseur au même moment qu'avec nous et qui vont du coup flécher leur recherche d'emplacement dans nos zones d'éligibilité et qui vont les croiser avec le franchiseur sur les zones où justement il y a du potentiel commercial pour que le commerce fonctionne. Je vous ai mis aussi un timing un peu type des projets qu'on a sur un timing moyen qui commence en fait à la première prise de contact par le futur franchisé avec l'enseigne jusqu'au déblocage des fonds. Je ne vais pas venir dans le détail, mais l'idée est de se dire que nous, à quel moment on intervient. Donc déjà, c'est mieux de venir nous voir avant de passer voir la banque parce qu'on va étudier votre projet. On va peut-être aussi vous conseiller sur la présentation pour qu'il soit le mieux préparé possible pour le passage en banque. Et surtout, nous, on va l'analyser et on va le passer en comité. Et ce qui va nous permettre de faire notre accord d'investissement et de formaliser une LOI, une lettre d'intention, qui sera votre dernier document que vous allez insérer dans votre dossier bancaire et qui sera tout simplement une attestation de notre part, comme quoi on intervient sur votre projet à telle hauteur, à telle condition, et qui du coup est une attestation pour la banque pour leur montrer qu'on a étudié votre projet et qu'on vous suit. Au moment où ensuite on contractualisera, on prendra l'action et on fera l'emprunt, ce sera au moment où vous aurez signé votre contrat de prêt avec la banque, votre contrat de franchise et votre bail commercial. À partir du moment où vous aurez signé ces trois contrats, c'est là où nous, on signe le contrat de prêt, donc le pacte d'actionnaire, la cession d'actions, et où après on débloque les fonds, en général dans les 72 heures suivant la signature des contrats, directement sur le compte de la société, du franchisé. Et au déblocage de nos fonds, c'est à ce moment-là que la banque, elle aussi, va débloquer ensuite son prêt. Il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est que, comme vous le disiez, on est sans garantie. Et donc, on travaille avec des franchiseurs qu'on a pu au préalable auditer. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 80 franchiseurs qu'on a référencés, donc sur lesquels on a pu étudier leur process interne, leur santé financière. On a pu interviewer des franchisés. Tout ça pour s'assurer que ce sont des franchiseurs sérieux et qui ont un véritable modèle économique et un véritable accompagnement vers leurs franchisés. Ce qui ne veut pas dire que si vous avez un projet avec des franchises qui ne sont pas sur cette slide, que ce n'est pas possible. On a aussi l'habitude, en parallèle de l'étude d'un projet, d'en même temps faire le référencement de l'enseigne, qui peut être assez rapide en fait à partir du moment où l'enseigne est transparente, ouverte et qu'elle est prête à nous transmettre un certain nombre d'informations. Et si elle nous les transmet assez rapidement, ça peut aller assez vite aussi sur l'étude. Et à ce moment-là, on présente votre projet et avec le référencement de l'enseigne. Donc, voilà un peu pour les grandes bases de monte ta franchise et de comment on permet à des entrepreneurs de financer leur projet avec un apport qui est généralement insuffisant. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Vous trouverez aussi des informations sur notre site, montetafranchise.com, où vous pouvez également nous contacter ou un chargé d'affaires du coup prendra rapidement contact avec vous pour discuter avec vous de votre projet. Alors justement, vous allez retrouver à la fin de la présentation les coordonnées de tous les intervenants pour les interpeller si vous avez des questions. Adrien Rouget, merci pour cette présentation succincte de Monte ta franchise. Je vais vous présenter donc rapidement la suite. Donc la suite, je l'ai évoqué en intro, c'est le 8 janvier, le prochain épisode. Donc un épisode à ne pas manquer sur comment négocier avec son banquier, qui sera réalisé par notre partenaire, la Banque Populaire Méditerranée, et qui sera là justement pour vous apporter toutes les clés pour une bonne négociation bancaire dans le cadre de la création en franchise. Je vous remercie tous, intervenants pour vos interventions, participants pour votre présence. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes.